Victor Wembanyama, Jamal Murray, Alperen Sengun, Karl Anthony Towns, Pascal Siakam, Brandon Ingram, Jimmy Butler. Tous les joueurs cités ont déjà ou auront bientôt un gros contrat NBA. Et tous ces joueurs que je viens de citer étaient plus bas que Cam Thomas sur la liste des points par match. Un gars que personne ne veut payer en ce moment. Thomas et les Brooklyn Nets négocient un nouveau contrat depuis des mois sans progrès, alors que cela semblait facile. Les Nets en reconstruction manquent de points sur le périmètre. Thomas est un jeune scoreur à ce poste. Comment est-ce possible qu'un scoreur d'élite, un gars qui possède l'une des compétences les plus précieuses au basket à un niveau extrêmement élevé, qui apparemment serait recherché par chaque équipe de la ligue, n'a absolument aucun marché? Eh bien, c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses ici. D'abord, la NBA n'est pas sûre que Cam Thomas soit vraiment bon, ce qui peut sembler fou pour un gars qui tourne à presque 25 points par match. Mais qui a été dans cette équipe des Nets ces dernières saisons? Thomas a été drafté alors que Kyrie et Kevin Durant étaient encore là, mais leur départ a laissé un grand vide en scoring. Il y avait surtout lui et Michael Bridges, ce qui offrait beaucoup d'occasions de tir. Ne vous y trompez pas, Thomas est un scoreur talentueux, comme le montrait déjà son profil à la draft, et il l'a confirmé en NBA. Mais le contexte est vraiment important ici. Marquer beaucoup de points en NBA n'a plus vraiment la même signification qu'avant. Il y a 15 ans, seuls 7 joueurs dépassaient 25 points de moyenne par saison, et 10 dépassaient 23 points, et si on avance jusqu'à aujourd'hui, il est tout simplement plus facile d'afficher de gros chiffres de points par match qu'avant. Le rythme du jeu s'est énormément accéléré, et bien sûr l'augmentation folle des tirs à 3 points conduit directement à la hausse du nombre de points par match. Ce qui rend cette statistique moins pertinente pour identifier un joueur d'impact. Et cet argument sur la banalisation du scoring prend tout son sens lorsqu'il s'agit de Thomas, précisément parce qu'il est l'un des scoreurs les plus purs de la ligue. Il est là pour faire une seule chose, et une seule chose uniquement, prendre des tirs. Je ne dirais pas que c'est un croqueur, mais pas vraiment un meneur de jeu non plus. Vu cela et sa situation avec les Nets, beaucoup de joueurs pourraient sûrement marquer plus de 20 points par match. Tout comme Thomas l'a fait dans cette situation, ce qui rend ses compétences beaucoup moins précieuses et bien plus difficiles à évaluer qu'on ne pourrait le penser au premier abord. Ce qui pourrait sembler être un ensemble de compétences très recherchées que peu de joueurs possèdent, ce qui bien sûr augmenterait la valeur d'un joueur, n'est en réalité pas aussi difficile à trouver qu'on pourrait le croire. Un autre facteur important ici, bien sûr, c'est que Thomas n'a joué que 25 matchs l'année dernière et lui offrir un gros contrat juste après cela représente clairement un risque. Mais il était en bonne santé les 3 saisons précédentes et progressait chaque année. Les Nets perdaient un volontairement l'an dernier. S'ils avaient cherché à rivaliser, Thomas aurait probablement eu plus de temps de jeu. Et si vous voulez avoir cette conversation, il se peut que les Nets aient volontairement mis Thomas sur le banc pour qu'il ne joue pas beaucoup et ainsi diminuer sa valeur. C'est sans doute à discuter plus tard. Venons-en à l'essentiel, sa valeur. Les contrats NBA ne sont pas donnés sans raison. Il y a beaucoup de facteurs et de circonstances qui déterminent la valeur finale d'un joueur lors d'une intersaison donnée. La meilleure façon de le dire, c'est qu'il y a de bonnes intersaisons pour être agent libre en NBA et d'autres qui sont mauvaises. Et très souvent, les joueurs essaient d'aligner leurs contrats avec les bonnes intersaisons quand ils le peuvent, comme la frénésie de dépenses massives à l'été 2016. Mais comme Thomas sort de son premier contrat NBA, il ne peut pas choisir qu'en devenir agent libre. Malheureusement pour Thomas, lors de cette intersaison, de nombreux éléments jouent tout contre lui. Être payé. Premièrement, c'est ce que nous avons déjà établi. Son profil de joueur n'a tout simplement pas beaucoup de valeur sur le marché libre en ce moment. S'il était une vraie star, ce serait différent, mais là c'est juste un très bon scoreur, pas un all-star. On le considère surtout comme un 6e homme. Les équipes ne paieront pas 30 millions par an à un joueur de banc. Si tu deviens une star, la valeur des contrats augmente soudainement. Mais tant que ça n'arrive pas, tes options sont assez limitées. La deuxième chose qui se passe ici, c'est un énorme sujet de cette intersaison, la free agency restreinte. J'ai déjà expliqué cela en vidéo. En résumé, Thomas vit la même situation que Jonathan Kuminga et Josh Giddey cet été. Ils sont agents libres et peuvent être signés partout, mais sortant de leur premier contrat NBA, ils sont en free agency restreinte. Ce qui veut dire que, dans le cas de Thomas, les Nets ont la possibilité d'égaler toute offre qu'ils signent avec une autre équipe. Si les Pistons proposaient 21 millions par an à Cam Thomas et qu'il acceptait, les Nets pourraient égaler l'offre. Il retournerait à Brooklyn, ce qui limite sa valeur. La plupart des équipes de la Ligue ne prennent même pas la peine de faire une offre aux agents libres restreints, car la plupart des offres raisonnables sont de toute façon égalées, ce qui limite encore plus la valeur d'un joueur comme Thomas. Soudain, presque aucune équipe, sauf les Nets, ne lui propose de contrat. Il n'a donc aucun levier pour négocier mieux.
Ce problème est aggravé par le manque d'espace sous le plafond salarial durant cette intersaison. Au moment de l'enregistrement, l'intersaison touche à sa fin et les équipes ont déjà dépensé la plupart de leur budget. Dès le début de l'intersaison 2025, le manque d'espace sous le plafond salarial limitait fortement le marché des agents libres. C'était encore plus difficile pour Thomas, car seuls les Nets avaient un espace salarial important cette intersaison. Ce qui, encore une fois, ne lui donne absolument aucun levier. Et tous ces facteurs se combinent pour créer une situation dans laquelle les Nets n'ont pratiquement aucune concurrence pour re-signer Thomas. C'est ainsi que nous en sommes arrivés là, aujourd'hui. Les Nets lui auraient proposé un contrat de 2 ans d'une valeur de 14 millions par an, avec une option d'équipe pour la deuxième année. Jusqu'ici, Thomas a refusé de signer, ce qui est logique. 14 millions par an, c'est peu pour un joueur comme Thomas, mais le vrai souci reste l'option d'équipe. Les Nets gardent ainsi le contrôle cette saison si Thomas se blesse ou réalise une mauvaise année. Ils peuvent refuser et économiser ou accepter l'option s'il est vraiment bon pour bénéficier d'un contrat avantageux. Les options d'équipe sont désormais un sujet important dans la ligue, alors qu'elles étaient rares auparavant. On voyait beaucoup d'options pour les joueurs, mais à cause du climat de négociation actuel. Comme cela donne beaucoup plus de pouvoir aux équipes, elles utilisent cet avantage pour obtenir des joueurs avec des options d'équipe. Cela donne beaucoup de contrôle à l'équipe, comme le nom l'indique. Cette situation illustre parfaitement que les Nets sont là uniquement grâce à leur pouvoir de négociation. Aucune équipe ne peut offrir à Thomas plus de 14 millions par an et l'intérêt est insuffisant pour que les Nets lèvent l'option d'équipe. Mais comme nous en avons parlé dans d'autres vidéos à propos d'autres agents libres restreints cet été, il y a une autre option. Thomas peut signer ce qu'on appelle l'offre qualificative. C'est essentiellement un contrat d'1 an permettant à Thomas de devenir agent libre sans restriction, sans entrer dans les détails. En 2026, ce qui semble être la bonne décision ici, non? Il n'a pas à se soucier de l'option d'équipe. Le contrat proposé ne dure que 2 ans, donc il ne perd pas vraiment en sécurité financière. Le souci, c'est que l'offre qualificative d'1 an tourne autour de 6 millions de dollars, sans garantie d'amélioration de sa situation. En tant qu'agent libre en 2026, renoncer aux 8 millions l'an prochain pourrait être très important. Mais cela dit, je pense quand même qu'il est possible que Thomas accepte l'offre qualificative malgré tout, ce qui serait un moment très important. C'est une étape que pratiquement aucun agent libre restreint n'a jamais franchi parce que les circonstances ne se sont tout simplement jamais alignées correctement. Jonathan Kuminga, avec les Warriors, perdrait bien plus d'argent sur plusieurs années que l'offre actuelle. S'il acceptait l'offre à Golden State, sa capacité à augmenter sa valeur pour la Free Agency 2026 serait plus incertaine que celle de Thomas aux Nets. Des sacrifices financiers similaires sur plusieurs années seraient aussi exigés de Josh Giddey à Chicago, rendant peu probable son acceptation de l'offre qualificative. Mais l'unicité des circonstances pour Thomas pourrait en fait le pousser à prendre la décision risquée d'accepter l'offre qualificative. Tout cela rend cette situation fascinante. Un très bon marqueur, clairement talentueux, en conflit contractuel avec une équipe qui pourrait vraiment avoir besoin de lui. Cela pourrait créer un précédent pour l'agence libre restreinte en acceptant l'offre qualificative à l'avenir. Ou bien Thomas pourrait accepter le contrat de 2 ans proposé, puis réaliser une excellente saison et se retrouver coincé avec cette option d'équipe, ce qui mettrait encore plus en évidence à quel point l'agence libre restreinte est injuste pour les joueurs. Et en réalité, tout cela ne fait que souligner à quel point la construction d'une équipe en National Basketball Association est bien plus compliquée qu'elle n'en a l'air à première vue. Un joueur aussi talentueux que Thomas devrait logiquement être re-signé par les Nets. Mais à cause de plusieurs facteurs différents, c'est en fait devenu l'une des situations les plus intéressantes de toute l'intersaison.